Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors évidemment, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 janvier. Hier nous étions le mercredi 6 janvier et jamais on n'aurait espéré que ce 6 janvier 2021 resterait finalement dans l'histoire. Pourquoi ? Tout simplement, si vous avez vu un peu l'actualité, vous avez pu constater par vous-même que la fameuse séance, la fameuse session du Congrès qui consistait à faire le décompte finalement, c'est-à-dire le dépouillement et le décompte du collège électoral pour confirmer l'élection présidentielle et donc confirmer Joe Biden et Kamala Harris dans leurs fonctions respectives, eh bien finalement c'est très mal passé. Non pas ça s'est mal passé dans l'enceinte, ça s'est mal passé à l'extérieur. Et oui, vous avez pu voir qu'une marche de supporters de Trump a été organisée à Washington le même jour de cet événement, sauf que ça a dérapé. Ça a dérapé tout simplement parce que les manifestants ont été attirés vers le Capitole et au Capitole, eh bien, il s'est passé l'impensable, c'est-à-dire que les forces de sécurité qui étaient présentes ont été débordées, ont été complètement dépassées par les événements, et finalement un certain nombre d'individus ont réussi à pénétrer dans le Capitole par effraction. Je dis bien par effraction puisque des portes ont été cassées, des fenêtres ont été cassées, etc. Obligeant donc l'arrêt de la session. Pendant un instant, le secteur où se trouvait donc la congrégation, je crois qu'ils étaient réunis dans la salle du Congrès, ou non, c'est le Sénat, je crois. Je crois que c'est dans la salle du Sénat qu'ils étaient regroupés, ont été mis en sécurité, et au bout de quelques minutes, vu que les manifestants ont commencé à rentrer véritablement dans le Capitole, les membres du Parlement ainsi que le vice-président Mike Pence ont été évacués. La suite de l'histoire, eh ben, on a vu des individus, alors, qui ne ressemblent pas vraiment à des manifestants, soyons honnêtes, ce sont des énergumènes, ce sont des originaux, mais ceci dit, ils ne dérogent pas trop à la règle de la réputation qu'ont un certain nombre de supporters de Trump. Et on a vu donc des manifestants rentrer dans la chambre, s'installer au poste du président. On a même un manifestant qui s'est fait photographier au bureau même de la chef de file des démocrates, Madame Pelosi, dans son bureau. Enfin, voilà, et malheureusement, dans cette situation de tension, évidemment, les agents de sécurité à l'intérieur ont essayé de gérer les choses au mieux de leur capacité avant que ça dérape. Malheureusement, il y a quand même eu une tentative d'entrer dans une zone sécurisée, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les forces de sécurité à l'intérieur du Capitole ont tout simplement essayé de renforcer une zone interdite pour protéger l'institution elle-même, et une jeune femme a essayé de pénétrer dans cette zone par une fenêtre près d'une porte, et elle s'est fait tirer dessus, elle a été touchée à la nuque, et malheureusement elle est décédée. Donc voilà, c'est un drame qu'on regrette évidemment, mais qui n'est pas surprenant. Et d'ailleurs, on se rassure quand même que ça n'a pas été plus grave, que ça aurait pu être un carnage encore en plus. Donc, si on prend de la hauteur, on se rend compte que finalement, c'est une situation certes répréhensible, qui ne devrait pas avoir à arriver, surtout dans le cadre d'une contestation, je dirais, face à une procédure qui est une procédure normale de la démocratie américaine, que l'élection de toute façon elle a été ce qu'elle a été, et que même si Donald Trump avait des intentions d'essayer de tout faire pour essayer de contrecarrer cette élection, même si aujourd'hui beaucoup de gens sont convaincus qu'il y a eu de la fraude, que l'élection a été volée, etc., j'ai envie de dire aujourd'hui, on doit avoir une certaine maturité d'esprit par rapport à tout ça et prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'élection, en effet, quelle qu'elle soit, que la façon dont on la perçoit, dont on est convaincu qu'elle a eu lieu,
je pense qu'il faut voir les choses de façon plus générale, c'est-à-dire que finalement c'est la démocratie américaine elle-même qui aujourd'hui est à remettre en question. Sauf qu'évidemment c'est une institution bien établie, bien installée, avec des angles bien arrondis, dans lesquels œuvrent des individus qui de toute façon sont tous, je dirais, dans le même état d'esprit. Et de ce fait, aujourd'hui, cette démocratie, elle s'est craquelée depuis maintenant de nombreuses années, du fait de mensonges, du fait de trahisons, du fait de politiques mondialisées qui ont laissé sur le bord de la route un grand nombre d'Américains, d'un certain nombre de classes sociales de la société américaine, et que forcément, à un moment donné, comme ce qui est d'ailleurs s'est produit en France maintenant depuis 2 ans avec les Gilets jaunes, il y a forcément un retour de bâton. Sauf que le problème, c'est que le retour de bâton, eh ben, il y en a un qui en a profité de ce retour de bâton, c'est Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump n'est pas aussi idiot qu'on pourrait le prétendre, et lui, il a profité justement de cette situation, il a profité de ce contexte pour finalement voler la primaire, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo républicaine en 2016, pour devenir le candidat républicain pour l'élection 2016 face à Hillary Clinton. Il avait toutes ses chances, évidemment, parce que il a tout simplement réussi. Non seulement il a compris cette colère, il a compris ce désarroi, il a compris ce sentiment de trahison qu'il y avait au sein d'une partie de la population américaine, non seulement vis-à-vis des 8 ans d'Obama, mais aussi vis-à-vis des républicains eux-mêmes, qui, dans certains choix politiques, dans certaines orientations politiques, et surtout les 8 ans de Bush, ont considérablement entamé la confiance d'un certain nombre d'Américains qu'on qualifie de conservateurs à l'encontre du Parti républicain. Là aujourd'hui, on a constaté que le Parti républicain finalement a bien compris que son intérêt était de finalement trahir Donald Trump, et ça fait déjà depuis plusieurs mois de toute façon qu'un certain nombre de républicains l'ont trahi et l'ont poignardé dans le dos, sauf que là même Mike Pence Mike Pence n'a fait que finalement suivre son instinct et sa conscience, je dirais, de responsable politique, responsable aussi en tant que vice-président, qui a rejeté la demande de Donald Trump de s'opposer à ce dépouillement. Donc le processus démocratique américain, je vous dis encore une fois de plus, quel que soit ce que l'on en considère, quelle que soit la vision que l'on a, doit suivre son cours. Sauf que là, on a eu un amicroche, on a eu un dérapage. Alors évidemment, dans un pays comme les États-Unis, voir un sacro-saint temple de la démocratie américaine, voire pénétré par des individus qui sont, disons-le, qui sont des gueux, qui sont des bouseux, qui sont des rednecks, qui sont des populaces, c'est évidemment le système même, la sphère même de la démocratie américaine qui a été bousculée. Et ça, évidemment, quand des gens du peuple bousculent un petit peu les institutions, forcément, ça génère de l'émotionnel, surtout aux États-Unis. Et il suffit de simplement écouter les discours, que ce soit de Pence, que ce soit de Biden, que ce soit d'un certain nombre de politiciens américains, et même de notre président Emmanuel Macron, pour se convaincre que, évidemment, là, on est dans la manipulation émotionnelle, dans son extrapolation la plus évidente. Rendez-vous compte, des individus sont entrés en effraction avec violence, avec brutalité. C'est la démocratie qui a été violée, c'est la démocratie qui a été offensée, c'est la démocratie qui a été menacée, qui a été bafouée. Enfin, tous les superlatifs sont utilisés. Alors, concernant Joe Biden, qui a fait un discours donc hier en fin de journée, mais qui vient de refaire un discours aujourd'hui, son discours est à la hauteur de son incompétence finalement, parce que quand on est le futur président et quand on voit ce genre de situation-là, je pense que quand on est président responsable et mature, on se doit d'avoir un discours d'apaisement, c'est-à-dire condamner l'acte lui-même, mais derrière, prendre en considération
le malaise de la société américaine, le mal-être d'une partie de l'Amérique face à des conditions, face à des situations tant économiques, sociales, idéologiques, politiques, qu'aujourd'hui, là, je dirais à la limite, l'élément essentiel qu'il aurait dû utiliser Biden, c'est d'être un rassembleur, savoir condamner les actes d'individus précis, mais dans sa globalité, appeler au rassemblement, appeler à la réunification, appeler à l'écoute, à l'entente, à l'apaisement. Et c'est tout le contraire qu'il a fait. C'est-à-dire que là, on est très clairement dans une idée, dans un objectif qui est de cracher à la gueule de ces Américains. Cracher à la gueule de ceux qui étaient dans les rues de Washington pour soutenir Donald Trump. Le seul problème, c'est que de ces quelques centaines d'énergumènes, eh bien encore une fois, on catalogue, on est en train d'étiqueter tous ces Américains qui étaient à Washington dans la manifestation. Et comme toute chose, c'est là qu'on voit encore une fois de plus la manipulation médiatique. Quand il y a eu les événements BLM, quand il y a eu les destructions, les agressions, il y a même des gens qui ont été agressés, il y a des gens qui sont morts. On n'en a pas fait tout un pataquès. On a même fait, comme on fait en France, le pas d'amalgame. Or là, l'amalgame, on en use. Je dirais même que l'amalgame, on en abuse. Parce qu'on est dans l'émotionnel, on est dans l'hypersensibilité d'avoir vu un symbole de la démocratie attaqué. Et de ce fait, eh bien de ce fait, je ne peux que vous dire ceci, c'est que je pense que la fracture qui était déjà très prononcée dans la société américaine vient aujourd'hui d'être encore plus ouverte. Je pense qu'à mon avis, la réconciliation est désormais une utopie. J'ai eu quelques conversations avec un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux. J'ai eu une conversation avec cette jeune américaine qui, évidemment, donnait ses points de vue très préconçus, très construits, et elle m'a sorti évidemment les BLM. Alors je lui ai expliqué ce qu'étaient les BLM. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai bien vu que soit elle n'a pas compris, ou soit elle n'a pas voulu comprendre, et qu'elle m'a sorti évidemment l'argument de fascisme, de nazi. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais attention, quand vous utilisez le terme nazi, faites attention de savoir qui vous avez en face de vous, parce que vous pourriez être insultante. Vous pourriez être insultante envers quelqu'un qui peut avoir eu des membres de sa famille tués par les nazis, qui peut-être dépend d'une idéologie politique un peu plus modérée, sans jamais avoir eu une once ou une idée fasciste, quelle qu'elle soit. Mais malheureusement, voilà, on est dans toujours ce schéma habituel. J'ai également ce monsieur qui, tout de suite, a sorti le mot fasciste, et je lui ai dit, apparemment, dans sa cervelle, il n'avait que 3 tampons d'arguments fascistes, extrême droite, racistes. Je lui ai même dit qu'à la limite, à mon avis, il n'avait pas suffisamment de place dans sa cervelle pour reprendre aussi le terme d'islamophobe, ou je ne sais plus, ou raciste, ou quelque chose d'autre, etc. Évidemment, ça l'a énervé, donc il a voulu surenchérir. Et comme je suis quelqu'un de relativement calme en général, et que j'adore ce genre d'individus, parce qu'au bout d'un moment, c'est eux qui finissent par s'énerver, c'est eux qui finissent par dire des conneries, je suis toujours d'ailleurs en joute avec cet individu qui essaie de déformer ou de contourner mes propos, qui sont des propos factuels, mais encore une fois de plus, c'est tout à fait l'archétype même de ce genre d'individu qui... je pense à l'intelligence de savoir reconnaître le factuel, le fait, l'analyse, le bon sens, mais parce qu'il est tellement ancré, tellement inscrit, tellement conditionné, je dirais même tellement, conditionné à respecter une certaine dogmatique idéologique, qu'ils en sont à venir à ne se référer qu'à des éléments très terre-à-terre finalement, et ne pas vouloir, ne pas savoir prendre de la hauteur par rapport aux choses, pour constater que les choses sont plus
sont des détails, sont des faits, sont des éléments, mais qui ont toute une corrélation par rapport à une situation, par rapport à un contexte. Et ça, malheureusement, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin hier, et ce qui se passe encore aujourd'hui au Capitole, certes est un fait qui n'est pas anodin, certes c'est un fait qui est condamnable, mais là on a toute une armée en fait d'idéologues qui sont à la manœuvre pour nous faire passer ça comme si c'était le nouveau Pearl Harbor américain. Et là vous vous dites, mais où on va? Mais c'est quoi le but? Comme je vous l'ai dit, entendre le discours de Biden, entendre le discours de certains qui ne cherchent même pas l'apaisement, qui ne cherchent même pas à entrevoir ou entrouvrir une porte pour la réconciliation, et bien finalement on en rejoint à ce que je vous disais déjà dans plusieurs vidéos. C'est on cherche quoi? Eh bien on cherche à opposer les gens, on cherche à opposer la société à elle-même. On cherche à détruire la solidarité qu'il peut y avoir, ou qui peut naître au sein d'un peuple. Parce que une solidarité comme par exemple les Gilets jaunes, même si, encore une fois de plus, les Gilets jaunes, on peut en débattre, c'est pas très structuré, c'est un peu désordonné, ça part un petit peu dans tous les sens, etc. Parce que justement, le problème, c'est qu'il y a un manque de leadership, il y a un manque de management. Ça, c'est ce genre de choses qui fait peur à ces sphères politiques, à ces sphères de décisionnaires, à ces sphères de gens qui en réalité sont en train de manipuler les colères, et je dirais même sont en train de jouer avec les sensibilités exacerbées, avec les frustrations. Parce que ces Américains qui ont pénétré dans le Capitole, on a joué avec leurs frustrations. Trump est d'ailleurs le premier grand manipulateur de ce genre d'individus. Ce sont des gens parfois qui... alors, on va relativiser un petit peu le fait parce que je dirais qu'à la majorité des gens qui ont voté pour Trump ou qui ont été des supports de Trump, c'était des gens quand même relativement informés sur la situation. Je veux dire, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans les QAnon, on lit des choses de gens qui ont l'air d'être cultivés, qui ont quand même des références solides. Mais malheureusement, comme toujours, on va prendre les débordements, les excès d'une minorité pour en faire une majorité. Et finalement, aujourd'hui, tous les gens qui supportaient Trump, tous les gens qui parlaient de Trump en des points positifs, etc., aujourd'hui, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que aujourd'hui, vu comment Trump a géré cette fin de mandat, force est de constater que malheureusement, aujourd'hui, Donald Trump a joué les petits vilains canards et aujourd'hui a fini par devenir ce qu'il, je dirais, critiquait ou jugeait un grand nombre de gens par le passé par rapport à sa propre référence de loser. Sauf qu'aujourd'hui, le loser, c'est lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Trump, finalement, il aura été un petit peu le caillou dans la chaussure du système politique américain très policé, et que finalement, peut-être qu'il a plu justement dans cet aspect d'être quelqu'un de complètement anticonventionnel, de savoir donner des coups de pied dans le politiquement correct, etc. Ce qui, à mon sens, je pense que l'Amérique en a besoin un petit peu pour se réveiller. À côté de ça, malheureusement, après, c'est Donald Trump. C'est-à-dire que malheureusement, c'était peut-être pas l'individu, de par son côté très narcissique, très fougueux, très orgueilleux, qui aurait dû être, je dirais, le président pour secouer un petit peu la fourmilière, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais voilà, là, je pense qu'il va certainement... Là, il a perdu énormément. Je pense qu'il a perdu en crédibilité, tout du moins crédibilité dans son propre camp, puisque même aujourd'hui, certains de son administration sont en train de démissionner, certains collaborateurs qu'il avait dans la Maison-Blanche sont en train de démissionner. C'est-à-dire que là, en fait, tout le monde est en train de se barrer. C'est-à-dire que même ceux qui le soutenaient pour
ce qu'il pouvait représenter dans un certain sens, je dis bien dans un certain sens, et bien aujourd'hui ils sont en train de lui tourner le dos. Il y a même quelque temps, dans une vidéo, j'avais dit que personnellement j'étais convaincu que Donald Trump n'était pas mort politiquement parce qu'il pouvait encore créer un parti politique, je dirais même peut-être d'amener le pion aux républicains en récupérant un gros fort potentiel d'électoral, sauf que là, en une semaine, il a tout foutu par terre. Il a tout foutu par terre en refusant d'admettre, je répète, en dehors du contexte dans lequel s'est déroulée l'élection, de refuser finalement le processus démocratique américain, d'essayer de faire des pieds et des mains pour essayer de contrecarrer le truc, etc. Le problème, c'est que ça a gesticulé un petit peu dans tous les sens. Et je dirais même que ça a gesticulé un petit peu dans tous les sens, et c'est tout à fait le reflet aujourd'hui de la déliquescence même. Cette fameuse déliquescence dont je vous parlais dans une autre vidéo, dans une autre de mes précédentes vidéos, la déliquescence de l'État, la déliquescence du sérieux, de la maturité, de l'expérience, de la compétence, du savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir en face de nous des gosses, des adolescents prépubères, immatures, enfin... C'est mon impression, moi c'est ce que je constate. C'est-à-dire d'avoir des gens qui sont à des positions, à des postes, qui sont censés prendre des décisions, faire des choix, etc., mais qui à un moment donné ont des comportements, mais vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des gens avec tant de responsabilités. Il y a un truc qui cloche. Et là, à partir du moment où vous commencez à comprendre le but ultime des mondialistes, qui est, je le répète, de détruire les États-nations, c'est-à-dire de faire disparaître les États-nations dans leurs structures internes, dans leur contenu, hein, c'est-à-dire préserver la forme, mais détruire complètement le fond pour en prendre le contrôle. Quand vous comprenez ça, vous dites, mais finalement, oui, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Même si, encore une fois de plus, si les mondialistes veulent prendre le contrôle des États-Unis pour se servir des États-Unis, pour servir l'intérêt des mondialistes à travers le monde, faire des influences, déclencher des guerres, des révolutions, faire des coups d'État, et imposer son hégémonie dans des structures, dans des organisations, dans des pays, etc. Mais une fois qu'ils auront fait le nettoyage, une fois qu'ils auront réussi à façonner, je dirais, l'essentiel des pays qu'ils ont la volonté de vouloir contrôler, les États-Unis passeront à la trappe. Quand on voit comment est gérée aujourd'hui l'Amérique, force est de constater que, de toute façon, on cherche à détruire les États-Unis. Je rappelle, pour une petite, comme ça, pour votre information personnelle, il faut savoir que le Texas, par exemple, le Texas est le seul État parmi les 50 États de l'Union qui a le droit à la sécession. C'est-à-dire que demain, le Texas peut très bien dire « Ok, ciao, au revoir. On quitte l'Union. » C'est pour ça l'information que je vous ai donnée dans une autre vidéo, comme quoi le Texas commençait à réfléchir, et qu'il y a à peu près, je crois, 12 ou 16 autres États qui ont laissé suggérer l'idée que si le Texas quittait l'Union, il suivrait le Texas. C'est-à-dire qu'il créerait en fait une autre fédération indépendamment de l'Union, indépendamment des États-Unis d'Amérique. Donc c'est pas anodin. Hein, quand on vous dit que le Texas a quelque chose de particulier, que le Texas peut éventuellement être canalisateur de quelque chose, c'est pas une parole en l'air, c'est pas parce que c'est le Texas, c'est pas parce que si vous êtes conservateur, le Texas c'est l'État de la tradition américaine, etc. Non, c'est une réalité institutionnelle. Deuxième chose très importante qu'il faut que vous sachiez, c'est quand vous aviez des théoriciens qui disaient que Donald Trump pourrait très bien se servir de l'armée pour rester à la Maison-Blanche. On peut se dire, ouais, non, là, c'est du délire, c'est de la fabulation. Pas tellement. Bon, là, ça ne se passera pas, puisque le Pentagone a dit, non, non, nous, l'élection, on reste en dehors de ça, on ne veut pas en entendre parler. Même là, de toute façon, même Mattis a fait un courrier officiel qu'il a publié sur les réseaux sociaux en se désolidarisant
complètement de Donald Trump. Donc là, Donald Trump est complètement isolé. Là, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais souvent, il y a une question que beaucoup de gens évitent de poser dans les médias, auprès des experts, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'armée américaine? Quel est le contenu de l'armée américaine? Le contenu de l'armée américaine, c'est 10% de cadres, d'ingénieurs, de hauts gradés qui font partie en effet des grandes écoles comme, je crois, West Point ou je ne sais plus, enfin il y a des grandes écoles militaires qui forgent et qui forment des officiers supérieurs, des officiers supérieurs. Même dans ces écoles-là, on est à peu près moite-moite entre des jeunes qui sont issus des classes très aisées, voire classe moyenne aisée. Le reste, c'est du populaire. Sinon, tout ce qui est infanterie, c'est-à-dire soldats de terrain, infanterie, parachutistes, etc., c'est les troufions, c'est-à-dire tous ceux qu'on envoie aux quatre coins de la planète, etc., c'est non seulement des jeunes Américains issus des classes populaires, mais ce sont souvent aussi des jeunes issus des classes populaires du Sud. Ce sont très souvent des sudistes. Et quand je dis sudiste, c'est à la fois du blanc, du black, que de l'hispanique. Et issus de classes moyennes, plutôt vers le bas. Et donc, de fait, c'est très souvent le panel électoral de Donald Trump. Ce fût-ce, peut-être, mais c'était. C'est pour ça que les bureaucrates, les technocrates de Washington, ils flippaient un petit peu leur mère, parce qu'ils se disaient, putain, si jamais l'armée se met derrière Trump, on est mort. Donc vous comprenez la raison pour laquelle on disait que de toute façon, ils feront tout pour dégager Donald Trump, quitte même à tricher, quitte même à frauder, parce que des fraudes, il y en a eu. Bon, après, si on fait la totalité des chiffres, peut-être pour l'instant, on n'a pas le dossier, mais quand on aura peut-être dans 2-3 ans accès aux documents, savoir et faire le compte pour savoir quel a été le pourcentage vraiment élevé de fraude, je pense que le niveau de fraude, de toute façon, n'aurait pas changé grand-chose, si ce n'est dans les États twists, évidemment. Il est évident que si jamais les fraudes ont été majeures dans les États twists, c'est-à-dire les 6 États contestés, et que ces 6 États, il est démontré qu'en réalité c'est Donald Trump qui l'emportait au lieu de Joe Biden, mais bon, je pense que, voilà, même ça, de toute façon, on fera toujours en sorte de fermer les yeux là-dessus. Et d'inciter l'Amérique de fermer les yeux là-dessus, comme elle a déjà fermé les yeux sur beaucoup de fraudes. Il faut savoir, par exemple, que j'ai découvert que dans cette session spéciale que vous avez, c'est-à-dire que normalement, lors du dépouillement, les grands électeurs donc, votent pour le candidat en suivant le vote populaire. Eh bien, j'ai remarqué une chose très amusante, j'ai découvert une chose très amusante, c'est que dans toutes les élections, depuis les années 60, même depuis les années 50, dans toutes les élections, dans les rapports, il y a des grands électeurs, alors il y en a 1, 2, 3, qui ont voté tout l'inverse de ce que l'électorat de l'État a voté. Et là, vous dites, ok, mais voilà, encore une fois de plus, c'est très marginal, c'est très minoritaire, donc ça n'a pas d'impact immédiat. La revanche, sur l'élection de 2020, ça part tellement dans tous les sens, et de toute façon, il y a une telle pression politique, idéologique, sociale, économique, médiatique contre Trump, que personne, de toute façon, ira aller chercher pour savoir si, est-ce qu'en effet c'est vrai que Donald Trump s'est fait voler l'élection ou pas. Est-ce qu'il y a eu de la fraude minoritaire ou massive? On ne le saura peut-être pas. On ne le saura peut-être jamais. Sachant que, malheureusement, je pense que la France va en venir aussi. Elle va y venir. Même si, proportionnellement, ça sera beaucoup plus difficile de faire de la fraude, parce que le pays est plus petit, il y a moins de population, l'organisation est différente, c'est un suffrage universel direct. Il y a eu des fraudes,
Mais en général, les services, en général, ça s'est détecté, donc ça annule, si vous voulez, mais ça annule quelques milliers de voix. Là, on est aux États-Unis, on est sur des 10 000, quelques dizaines de milliers de voix, voire peut-être 100 000 de voix, mais sur les 78 millions d'électeurs, tout comme ça, si vous voulez, ça reste très infime. Mais ça existe. Ça existe, donc à partir du moment où ça existe, là encore, on fait de la proportionnalité. Si ça reste marginal, bah on reste dans un seuil de tolérance, dans un processus démocratique. Rien n'est parfait. Rien n'est jamais parfait. Il n'y a pas de perfection dans la démocratie. Il y a toujours des portes ouvertes. Il y a toujours des petites boîtes de Pandore que certains réussissent à ouvrir. Mais quand ça devient beaucoup trop flagrant, et quand ça sert des intérêts d'une minorité à servir l'intérêt de leurs instruments à prendre le pouvoir au détriment et à l'encontre des intérêts du peuple, bah là, il y a un moment donné, il faut se réveiller. Et c'est ça le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a des gens qui commencent à se réveiller. Ils commencent. Il y en a, ils n'ont pas encore compris. Il y en a qui ont compris. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont compris, mais comme ils sont un peu paumés, ils ne savent pas quoi faire, etc., bah, ils sont tombés, évidemment, dans le Trumpisme. Donald Trump, qui supportent Donald Trump, sans vraiment supporter le personnage, mais au moins ce qu'il représente dans le système américain, c'est-à-dire le coup de pied dans la fourmilière. Aujourd'hui, ces gens-là, bah, ils vont se retrouver sans rien. Parce que là, Donald Trump, soyons clairs, il a perdu au moins 70 ou 80% de son soutien. Sauf que ça fait 70-80% de gens, bah aujourd'hui, pour qui ils vont se tourner la prochaine fois? Est-ce qu'ils vont voter pour un républicain qu'ils ne veulent pas? Tout comme des progressistes ont, à mon avis, majoritairement voté Biden, alors qu'en réalité, ils n'en voulaient pas, mais parce qu'on ne leur a pas donné le choix. Alors certainement, l'option Kamala Harris, évidemment, a peut-être joué énormément dans l'élection. Quoique Kamala Harris, malheureusement, elle a aussi pas mal de gamelles. Donc finalement, quand vous regardez un petit peu les choses dans l'ensemble, ben, on en revient toujours au même problème. C'est, oui, on est dans une parfaite évolution, dans une parfaite description de ce que l'on appelle la destruction des États-nations. Détruire les États-nations en détruisant les institutions, en décrédibilisant la politique, en rendant ridicules les politiciens, en les rendant immatures, irresponsables, incompétents. Au bout d'un moment, vous mettez le doigt sur des scandales, sur des erreurs, sur des bourdes, sur des décisions, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Ça vous rappelle quelque chose en ce moment en France ou pas? Et au bout d'un moment, vous dites, mais regardez, le système ne fonctionne plus. Il faut en changer. Nous, on vous propose une option, une solution. En revanche, la solution qu'on vous propose, il va falloir que vous acceptiez qu'on change un certain nombre de règles, un certain nombre de normes, un certain nombre de principes. Concrètement, il va falloir que vous acceptiez qu'on supprime un certain nombre de vos droits, un certain nombre de vos acquis sociaux, parce qu'ils sont coûteux pour le budget d'un pays et qu'on ne peut plus se permettre. Il va falloir accepter que pour sauver l'économie, on sacrifie des emplois, on sacrifie des entreprises, on sacrifie des métiers. Alors la question est, ouais, mais attendez, si vous supprimez les métiers, vous supprimez les emplois, etc., il y a des gens, mais ils vont faire quoi? Bah, on va les assister. Mais attention, revenu universel, en échange, quand même, de quelque chose. En échange de leur soumission. En échange de leur citoyenneté. C'est-à-dire que, en échange de l'argent que vous allez payer à ceux dont on ne sait plus quoi faire, de ce qu'on appelle les inutiles, mais bon, on ne va pas les envoyer dans des camps, on ne va pas les envoyer dans des chambres à gaz, parce qu'ils sont inutiles, ben on en fait quoi? On les laisse crever sur le bord de côté de la route? Ben non, c'est inhumain. Donc on va les aider, on va leur donner des subventions, on va leur donner des salaires, on va leur donner des prestations sociales. Sauf que c'est vous qui allez payer. Alors, à un moment, vous dites, ouais, mais attendez,
moi je travaille, je dois faire 65 annuités pour avoir une retraite, je me crève au boulot, etc. Et eux, ils doivent être bien en éventail. Ah ben, on n'a qu'à les utiliser. On n'a qu'à les utiliser pour être productifs. Et ne pas rester à rien faire. Ah oui, mais vous comprenez que si on les utilise pour être productifs, ça veut dire qu'on va faire du dumping social. Bon, alors l'autre solution, c'est quoi? C'est tout simplement, on fait un statut de citoyen de seconde zone. Ah ben voilà. C'est-à-dire que s'ils veulent retrouver un statut de citoyen de première zone, ils n'ont qu'à se démerder pour travailler, trouver un boulot, gagner un salaire, etc. Sinon, citoyen de seconde zone. Et les gens que vous voyez dans les vidéos, dans les photos qui ont pénétré dans le Capitole, vous les voyez, c'est eux. C'est eux, ces citoyens de seconde zone. Vous les avez là. Vous les voyez. Aux États-Unis aujourd'hui, ils existent. Ces citoyens de seconde zone. Ces citoyens qui, mal éduqués, avec très peu d'éducation, quasiment pas de bagage professionnel, où en effet, ils peuvent travailler dans des petits boulots de merde à temps partiel, payer 5 $ de l'heure. Ils sont obligés d'avoir 2 boulots pour pouvoir s'en sortir, mais ils ne s'en sortent pas, donc ils ont des aides. Qui plus est, il suffirait qu'ils aient un accident, qu'ils deviennent handicapés, qu'ils aient un handicap, qu'ils aient... donc ils touchent des subventions. Je vous invite, si un jour vous allez venir aux États-Unis, regardez les places de parking handicapées. Regardez les voitures qui sont sur les places handicapées. Parce qu'en général, c'est des gens qui ont une déclaration, enfin qui ont un statut officiel d'handicap. Comme en France, la Coterep, vous avez un pourcentage d'handicap qui vous octroie certains bénéfices en matière professionnelle. Aux États-Unis, c'est pareil. Sauf qu'aux États-Unis, arrivé à un certain niveau, vous avez des aides sociales, sociales fédérales ou sociales d'État. Et regardez les voitures que vous avez sur les places de parking handicapées. C'est pas des poubelles. Je peux vous dire même, c'est des voitures que moi, personnellement, pour l'instant, je peux même pas me payer. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une société d'assistés. Alors vous allez me dire, une société d'assistés aux États-Unis, un pays ultra-libéral. Oui, mais comme je vous l'ai expliqué, créer des citoyens de seconde zone. Donc vous voulez payer, mais ils concèdent des libertés. C'est-à-dire qu'ils sont soumis au système, ils sont soumis à l'administration. Ils sont soumis de devoir faire certaines choses. Ils sont soumis de ne pas faire ce qu'ils veulent. Et on peut imaginer une évolution de ce statut, c'est-à-dire par exemple retirer certains droits de citoyens, liberté de se déplacer, liberté de voyager, pour se garantir que les 600-800 $ qu'ils touchent par semaine ne servent pas à leur permettre d'acheter autre chose que ce pourquoi ils sont rémunérés avec des aides sociales pour donner à bouffer à leurs gamins, les éduquer, etc. C'est-à-dire subvenir aux besoins essentiels. Au lieu d'acheter une télé LED à 4 000 $ grand écran ou une nouvelle voiture à 85 000 $ avec un crédit, etc. Eh bien, on peut imaginer qu'on mette des lois, on mette des textes, on mette des contraintes pour empêcher ces gens de faire ça. Donc ça en fait des citoyens de seconde zone. Voilà le projet. Comprenez bien que quand on parle de revenu universel, ça cache ça derrière. Qu'on ne va pas créer un revenu universel en disant c'est bon, on file de l'argent aux gens par mois, et puis voilà, et comme ça on a bonne conscience, on est humaniste, droit de l'homme et blablabla. Non. Il va falloir une contrepartie. On ne va pas donner du fric comme ça aux gens gratuitement, sans qu'ils travaillent, sans qu'ils soient productifs, sans qu'ils participent à l'évolution de la productivité du pays, de la société, de la localité, de la collectivité. Aux États-Unis, vous avez déjà ce genre d'individu qui existe. Puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a certaines familles qui sont dans la merde totale, qui ne peuvent plus avoir de revenus, mais qui ont 3 gamins, 4 gamins, parfois 12 gamins,
la mère ne travaille pas parce qu'elle est handicapée, le père ne travaille pas parce qu'il a eu un accident du travail, donc il ne peut plus travailler non plus, etc. Et bien, ces gens-là, on a développé des aides, sauf que les aides, il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est que ils n'ont pas le droit de penser ceci, ils n'ont pas le droit de sortir en dehors du moule qu'on leur a préconçu. C'est-à-dire que si jamais sur Internet on voit par exemple que c'est des pro-Trump, et contrôle idéologique derrière. Ah bah oui, attendez, soyons pas idiots. Ces gens-là, si jamais on se rend compte qu'ils vont dans les mauvaises pentes, quand ils vont dans les mauvais endroits, dans les côtés obscurs de la force, hop, on leur coupe les vivres. Voilà ce qui va se passer. Ce qui était déjà en train de se passer ici aux États-Unis. Donc forcément, si vous avez des gens, finalement, qui acceptent, qui se soumettent, qui deviennent dans une situation de servitude, il y en a d'autres où ça se passe plus mal. Il y en a d'autres où ils sont plus en colère, où ils en auront la casquette, ils en ont plein la patate. Et c'est ceux-là les dangereux. C'est ceux-là qui, dans les manifestations pro-Trump, finissent par péter les plombs. Et ça en arrive à ce qu'on a vu hier. Et je vais terminer cette réflexion sur ces événements d'hier. Donc je vous ai dit, on est dans l'émotionnel absolu, attention, oh mon Dieu, la démocratie a été attaquée, etc. Mais on ne prend pas de hauteur. Et d'ailleurs, cet émotionnel gère justement d'éviter les gens de prendre de la hauteur et de se poser les bonnes questions. Parmi les questions, celles que je vous ai données, c'est-à-dire pourquoi ne pas essayer d'être rassembleur, d'essayer d'apaiser les esprits pour donner une chance à ce pays de repartir d'un bon pied, d'essayer de trouver des compromis, des consensus dans les querelles, etc. Non, ils font tout le contraire, ils mettent de l'huile sur le feu. Et la petite chose, avant de terminer cette vidéo, que je voulais dire, c'est que, en règle générale, aux États-Unis, quand vous avez des événements très cérémoniaux, en général, quand ça se passe dans un lieu, ces lieux, c'est quasiment fort à l'amour. C'est-à-dire que c'est sécurisé de partout, c'est renforcé de partout. C'est, par exemple, comme en France, quand vous avez un congrès à Versailles, c'est limite si dans les 500 mètres au pourtour du château, il ne faut pas avoir un passeport, un laissez-passer, etc., parce que vous ne pouvez pas rentrer. Vous avez des flics tous les 10 mètres, vous avez des blindés, vous avez presque des Robocop prêts à intervenir si jamais ça dérape ou trucs comme ça. Et là, vous avez quand même un instant, un moment, un jour crucial qui est le jour décisif, définitif, qui scelle de façon permanente le sort de Trump. Vous savez que de l'autre côté, vous avez une manifestation de soutien de Trump, qui est organisée. Puisqu'on a bien vu, il y a des écrans, etc. Alors, il y a eu des installations qui commencent déjà à être mises en place pour la passation le 20 janvier. Mais quand vous savez que vous avez une marche qui est organisée, quand vous savez que vous avez un président qui motive, venez à la marche, venez me soutenir, etc. Pourquoi le Capitole n'a pas été renforcé? Parce qu'on le voit bien sur les images. Vous avez quoi? Des flics, vous avez la sécurité du Capitole qui est là, etc. Mais il y a l'équivalent des CRS qui sont venus renforcer, etc. Mais le secteur n'a quasiment pas été sécurisé. C'est-à-dire que le Capitole n'était même pas une place forte. Alors on le voit bien dans les images, c'est que les flics sont complètement dépassés, débordés, ils ne savent plus où mettre de la tête. Le dérapage, le débordement était inévitable. Sachant qu'en plus de ça, vous savez que quand il y a ce genre de manifestation, il y a toujours des manipulations. Il y a le Washington Times qui a dit qu'apparemment les caméras vidéo auraient repéré, auraient identifié des visages de gens qui étaient déjà connus des services de police comme étant des antifas. Vous avez le New York Times qui a dit non, il n'y a aucune preuve qui justifie ces allégations, etc. Donc vous voyez, il y a une guerre médiatique là-dessus. Mais on le sait que quand vous savez que vous avez une manifestation pro-Trump et que vous voulez décrédibiliser cette manifestation, qu'est-ce que vous faites? Vous faites en sorte de foutre le bordel. Je veux dire,
c'est possible. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Je dis que c'est possible. C'est une probabilité. C'est une probabilité que peut-être 3 ou 4 personnes ont bien motivé les troupes, ont bien motivé, bien fait monter la température des gens qui étaient proches des policiers pour allez, on y va, on va dans le Capitole et tout. Vous savez, la prise de la Bastille, ça a été ça, hein. C'est que 2-3 mecs à un moment donné qui disent ah, on va à la Bastille. Ouais, mais qui a dit qu'on allait à la Bastille? Est-ce que c'est le boulanger, le charcutier du quartier en disant voilà, ouais. Ou est-ce que c'est des mecs voilà, qui font partie de la bourgeoisie, qui sont des notables, qui se sont dit voilà, ça y est, là le peuple il est bien chaud, ça y est, hop, on peut les motiver, on peut les manipuler pour aller faire une connerie. C'est possible. Mais ça veut dire qu'il faut prendre de la hauteur. C'est une probabilité. Comme c'est tout à fait la probabilité aussi que ce soit tout simplement le résultat, encore une fois de plus, de l'incompétence. Du manque de réflexion, du manque de prise de décision à anticiper un risque. Parce que là, très clairement, l'anticipation de risque, il n'y en a pas eu. Hein. Là, c'est, voilà, ils sont là-bas, manifestent, nous on est tranquille dans notre petit congrès, on va faire déchirer les enveloppes, compter, sans imaginer que peut-être il va y avoir des cons qui vont dire alors on va au Capitole, on va empêcher le... Je sais pas, moi je suis chef de sécurité fédérale, c'est le premier truc auquel je pense. C'est sanctuariser le lieu où se passe quelque chose que des gens veulent entraver. Et bien apparemment, personne n'y a pensé. Si vous avez une réponse, si quelqu'un a la réponse à cette question, je suis preneur. Ou alors il y a une naïveté de croire que c'est bon, on est d'un pays, on est une démocratie, même si c'est des pro-Trump, ils sont pas bien méchants et tout. Alors que dans les médias, on dit oui, il y a des racistes, des suprématistes blancs, c'est de l'extrême droite, etc. Alors, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit c'est des gros méchants, c'est des racistes, etc. Ou alors c'est des citoyens qui en ont gros sur la patate, mais qui ne font pas de mal à une mouche. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut être lucide. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense que quand vous regardez un petit peu dans les réseaux sociaux, etc., on se rend compte qu'on est majoritairement confronté à des gens qui réagissent plus par émotionnel, de par l'hypersensibilité que ça provoque chez eux, et qui sont complètement, mais en dehors de toute réflexion, de tout bon sens, de toute raison gardée. Ils sont à fond dedans, complètement. Alors évidemment, là maintenant c'est la bataille, c'est la guerre, argument contre argument, contre contre-argument. Oui, il y a une femme qui a été tuée, mais qu'est-ce que ça vaut à côté des blacks qui se font tuer par la police? Ça n'a rien à voir. C'est comme je vous le disais, cette jeune fille pro-BLM, quand je lui ai expliqué c'est quoi BLM, qu'est-ce qui est derrière BLM, qu'est-ce qui est idéologiquement derrière BLM, etc., je sentais bien que déjà ça l'a dépassée, qu'elle a jamais eu l'idée d'avoir cette réflexion ou cette curiosité. Donc forcément, là, je m'attaquais à ses propres convictions. Comme je m'attaquais à ses convictions, elle est devenue totalement hermétique aux arguments que je lui présentais. Pour rester dans son idéologie convictionnelle, pure et dure, restant dans son opiniâtreté de se croire du bon côté de la barrière. Alors on était même réduite à ne pas accepter l'idée qu'il puisse y avoir en Amérique des gens qui ont des idéologies centristes, par exemple. Non, non. C'est soit t'es démocrate, progressiste, antiraciste, contre la police, ou alors t'es nazi. Voilà, c'était ça son raisonnement. Comment voulez-vous discuter avec ces gens-là? C'est pas possible. Ils sont butés. Et la question finale que je m'amuse aujourd'hui à faire, c'est ok, ces gens-là, c'est des rebuts. C'est des rebuts, c'est des idiots, c'est des imbéciles, c'est des crétins, c'est la lie de la société, c'est des rednecks, c'est des bouseux, c'est des populaires, c'est des racistes, c'est des suprématistes blancs. Et moi je pose la question, je dis ok, mais alors, dans ce cas-là, on en fait quoi de ces gens? Vous en faites quoi? Vous les mettez tous en tôle? Pour ce qu'ils sont? Pour ce qu'ils ont dit? Ou à un moment donné, ça va coûter cher à la société.
Qu'est-ce que vous faites? Vous les envoyez dans des camps de redressement, des camps de rééducation. Ben non, vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est ce qu'a fait les communistes, c'est ce qu'ont fait les communistes, que ce soit en Russie, en Chine, etc. Ce serait dommage qu'aux États-Unis, on en revienne à faire des camps de redressement, des camps de... Même si, évidemment, certains d'entre vous vont dire, mais ça existe aux États-Unis, il y a des camps militaires pour redresser les adolescents, délinquants, etc. Je dis, oui, il y en a. Mais c'est pas pareil. Là, on fait du social, pas de l'idéologie. Ou alors la solution, bah, c'est chambre à gaz. C'est le génocide. Voilà. On dégage tout le monde, on fusille tout le monde, comme ça, le problème est réglé. Mais là, on n'est plus du tout dans la démocratie. On n'est plus dans un grande Amérique. Et à un moment donné, quand je pose la question, justement, je dis, mais vous en faites quoi? Parce que ces gens-là, ils sont là. Donc, vous en faites quoi? Parce qu'ils sont toujours là, hein, ils sont toujours contre vous. Ils ramèneront toujours leur idiotie, leur stupidité. Là, je parle évidemment des plus marginaux. Hein, et sans compter le fait, évidemment, de faire de la généralité. C'est-à-dire que pour 5 connards qui mériteraient en effet de se prendre des coups de pied au cul et 2 claques dans la gueule, vous en avez 100 derrière qui, eux, partagent plus ou moins les idées, mais ne partagent pas forcément la forme. Et bien ces gens-là, vous en faites quoi? Vous les assimilez aux 5 autres qui ont fait des conneries? Parce que c'est ce que actuellement les médias sont en train de faire. Avec les soutiens, les gens qui ont voté Donald Trump, les gens qui parlaient de Donald Trump, les gens qui défendaient Donald Trump, etc. Là, aujourd'hui, psychologiquement, idéologiquement, ils sont en train tout simplement de dire, voilà, tous ceux qui étaient pro-Trump sont des merdes. Limite, on aurait le droit de leur tirer une balle dans la tête. Parce que c'est inadmissible que ces gens-là aient attaqué le Capitole. Voilà l'idée qui est en train de véhiculer aujourd'hui aux États-Unis. C'est dangereux. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la majeure partie des soutiens de Trump sont des sudistes, sont des gens issus des milieux ruraux, sont des gens issus pour beaucoup des milieux populaires, et c'est souvent ceux qui sont les plus gros clients des armes à feu. C'est souvent ces gens-là qu'on retrouve dans des centres d'entraînement, des centres de tir, des centres de survivalistes. C'est-à-dire que si demain vous déclenchez un conflit armé entre ces gens-là et les progressistes urbains, à votre avis, qui va gagner? Et ça, c'est un truc qui... Je me dis, mais... Ils réfléchissent pas à ça. Que le rapport de force, il est totalement déséquilibré. On l'a bien vu, hein, d'ailleurs, dans les BLM. On a bien vu les BLM. Il y a certaines manifestations BLM où il n'y avait pas autant de blagues que ça. Pourquoi il n'y avait pas autant de blagues que ça? Tout simplement parce que les BLM sont des anticléricaux et que malheureusement, on va dire presque les 2 tiers des Afro-Américains sont des religieux. Sont des protestants, catholiques, galvinistes, enfin avec des églises aussi nombreuses et variées, mais ce sont des gens qui ont foi, qui ont la foi, qui ont la religion. Donc comment voulez-vous qu'un mouvement qui prétend être défenseur défendre le droit des blacks et vouloir être antiraciste puisse protéger? Il y a un truc qui colle pas. Parce que l'autre problème aussi, c'est que, on va dire depuis ces 15 dernières années, voire ces 20 dernières années, on va dire même depuis le 11 septembre 2001, aux États-Unis, on a commencé à voir émerger une population d'Américains qui ont du désespoir, qui ont de la rancœur, qui ont de la colère, qui ont de la haine, qui ont de la déception. De la déception qui a évolué au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mandats. Donc, l'État profond, avec la complicité des politiciens américains, ils ont essayé de canaliser cette montée vers justement le populaire,
Dans ce populaire, évidemment, ça a fini par exploser et c'est devenu essentiellement, je dirais, les piliers même de l'électorat Trump. Et puis à côté de ça, vous avez une forte proportion encore aujourd'hui d'Américains qui ont cette colère, qui ont ce désarroi, mais comme il y en a une partie qui réussissent encore à s'en sortir, qui vivotent, endettés, mais qui arrivent quand même encore à vivre, et puis une autre moitié qui est résignée finalement. Alors ils sont conscients, mais vivent dans la résignation. Et parce que justement, il y a eu aussi cet impact post-11 septembre du Patriot Game, où on a mis une chape de plomb. Faire attention, soit vous êtes patriote, ou vous ne l'êtes pas. Vous critiquez l'État, vous n'êtes pas patriote. Vous critiquez votre homme politique, vous n'êtes pas patriote. Vous remettez en question les institutions, vous n'êtes pas patriote. Ça aussi, malheureusement, on a les conséquences aujourd'hui de ça. Et vous rajoutez là-dessus les futures générations, on fait d'eux des abrutis, des produits à consommer à outrance, lobotomisés aux jeux vidéo, l'internet, lobotomisés à la télé-réalité, lobotomisés à l'illusion du talent qui n'existe pas ou qui ne l'ont pas, mais qu'ils y croient que dur comme fer, etc. Donc il vit dans un monde qui est une matrice finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les jeunes générations, des jeunes qui vivent dans une matrice, qui ne vivent pas dans la réalité. Donc voilà, vous mettez tout ça dans une société qui de toute façon un jour ou l'autre va exploser parce que on monte les gens les uns contre les autres, on monte les classes les unes contre les autres, jusqu'à ce qu'il y ait une perte de contrôle à un moment donné, et puis voilà, vous avez la recette. Alors une recette qui peut être bénéfique, mais qui peut avoir aussi un risque, c'est que vu qu'on place des incompétents pour gérer les choses, ça va être des incompétents aussi à essayer de faire le taf. Ou alors on les remplace. On les remplace par quoi? Je ne sais pas. Par des gens non élus, des militaires. Allez savoir. Enfin bon, je pense que cet épisode est assez révélateur de l'état de la situation aux États-Unis, mais encore une fois de plus, vous constatez que les politiciens, que les médias jouent énormément l'émotionnel sur le fait que des gens ont pénétré un temple de la démocratie américaine, mais on ne prend pas le recul, on ne prend pas de la hauteur. Alors il y a des gens qui prennent de la hauteur, qui savent interpréter les choses comme je viens de vous le faire. Mais ces gens-là, on les voit que sur Internet, sur certains sites particuliers. Mais dans les médias mainstream, etc., donc laissez tomber. Je pense que là, on est dans une forme de manipulation qui n'est pas uniquement américaine, mais aussi internationale. Encore une fois, je ne justifie pas l'événement, je ne justifie pas l'acte lui-même, parce que je considère que c'est totalement contre-productif. Mais ça permet aussi de renforcer, je dirais, une stratégie, d'où la légitimité d'avoir à un moment donné un doute sur le fait que même ça, c'est peut-être que ça a été orchestré tout simplement pour pousser ce qui est en train de se produire d'ailleurs, c'est-à-dire complètement isoler Trump. Puisque là on vient d'apprendre que, je ne sais plus qui, je crois que c'est un sénateur ou non, je crois que c'est un sénateur qui a fait une proposition de neutraliser l'administration Trump. C'est-à-dire que là, vous avez normalement la transition qui est en train de s'opérer, difficilement, mais là, vous avez des collaborateurs qui sont en train de démissionner, etc. C'est-à-dire que Trump va finir le 20 janvier tout seul. C'est-à-dire que les seuls gens qui seront derrière avec lui, c'est les services de sécurité du président, de la présidence, mais il n'aura plus personne derrière lui. Puisque même son vice-président lui a tourné le dos. Là, Trump a démissionné de ses fonctions de chef de l'administration au niveau de la Maison-Blanche. Donc là, Trump est tout seul. Ça y est, il est isolé là.
Je n'ose même pas imaginer comment le 20 janvier ça va se passer, mais là par contre vous allez voir que le 20 janvier, là vous allez avoir Fort Alamo. C'est-à-dire que là, même pour aborder le Capitole, il vous faudra presque des laissez-passer. Toute manifestation qui pourrait être organisée sera à 1 km ou 2 km, voire même les entrées de la zone de Washington, c'est-à-dire tout le cercle du triangle, ce qu'on appelle le triangle fédéral, sera quasiment interdit. Donc les manifestations, s'il y a une manifestation il y a pendant la passation, personne ne passera. Encore plus, je dirais, que ce qui s'est passé le 20 janvier 2016. 17, pardon, puisque l'élection avait lieu en 2016 et la passation en 2017. Donc voilà. Donc on a aujourd'hui, le message, il est clair. La fracture est presque irréversible aujourd'hui, puisqu'on a bien vu le discours de Biden, de Pence, le discours d'un certain nombre de sénateurs, de hauts dirigeants des États-Unis, voire même des représentants étrangers, dont Macron qui s'enorgueillit d'un drapeau américain derrière lui je veux dire, quand vous écoutez les discours, soit vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, soit vous êtes complètement abruti et que vous n'avez rien compris et que vous allez pouvoir crier « Oh my God » quand les choses vont commencer à se précipiter et vous tombez dessus par hasard, je ne dirais pas par hasard d'ailleurs, et que vous ne pourrez plus rien faire parce que soit il y aura de l'ignorance, soit du manque de courage à comprendre les choses. Mais je vous l'ai dit, Grand Reset, mars-avril, vous verrez, Forum de Davos, il a lieu là, la fin du mois, je crois, le Forum de Davos, au mois de février, je ne sais plus. Mais vous allez voir, ils vont nous sortir tout d'un coup du chapeau, pouf, un Grand Reset. Peut-être que ça sera médiatisé en disant oui, le Forum de Davos fait une proposition, etc. Les dirigeants de nos pays vont s'accorder à mettre en place ce grand reset pour rétablir les bases de l'économie, sauver l'économie mondiale, etc. Moi, j'inviterai les gens à regarder plus en détail ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir de très mauvaises surprises. Mais de toute façon, on en reparlera. Soyez-en certains. D'ici là, après cette journée assez haute en couleurs, que puis-je vous dire que rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Suivez les zappings parce que je vais préparer un zapping là où je vais mettre quelques petits éléments assez intéressants pour vous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, évidemment, comme d'habitude, portez-vous bien.